Idriss Ahmed, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Faut-il le rappeler, vous êtes le bâtonnier de Mayotte, en plus d'être avocat. Et donc, c'est à ce titre que vous êtes sur le plateau pour revenir sur les annonces du garde des Sceaux en fin de semaine dernière et ce week-end. Comment avez-vous trouvé cette visite? Quelles sont les annonces les plus marquantes? Est-ce que vous êtes déçu? On l'a appris pratiquement 48 heures avant son arrivée, que le garde des Sceaux a décidé finalement de venir à Mayotte. Et moi, j'étais à Paris. J'ai dû interrompre mon séjour là-bas pour revenir rapidement. Je l'ai croisé déjà à Paris, aux 30 ans du Conseil national des barreaux. Et puis, 24 heures après, on se retrouve ici. Et il a fait une série d'annonces. Certaines concernent les avocats et d'autres des magistrats. Et lors des travaux, si je puis m'exprimer ainsi, entre personnel judiciaire et le ministre à huis clos, il avait fait demander aux journalistes de sortir. Le vendredi après-midi, voilà, dans cette salle d'ailleurs, qu'on voit derrière vous. C'est ça, effectivement. Alors, tout le monde a pu prendre la parole. Nous lui avons exposé nos problèmes d'avocats qui sont en lien avec les problèmes des magistrats, notamment en ce qui concerne la baisse des effectifs au niveau des greffes et qui a un impact suffisant sur l'exercice de notre profession, puisque nous aussi nous sommes en baisse d'effectifs constant depuis 2017. Nous étions 35 avocats. Aujourd'hui, au 1er janvier 2020, nous ne sommes plus que 26. 22. 26. Non, vous avez dit au 1er janvier 2020. Au 1er janvier 2022, effectivement, nous ne sommes plus que 26, effectivement. Nous ne sommes plus que 26 avocats. Pourquoi cette baisse? Un manque d'attractivité de la profession? Il y a un manque d'attractivité et cette question, ce terme était revenu plusieurs fois dans la bouche du ministre lui-même. Il a proposé de faire une vidéo. Faire une vidéo, de faire de la publicité pour les avocats. Il nous a proposé à nous d'aller au niveau de l'école des magistrats ou même au niveau des écoles des avocats pour faire de la publicité. Mais il ne me semble pas que la publicité suffise à elle-même ou en soi pour faire venir des avocats, puisque des avocats qui étaient venus ici étaient venus avec le projet de rester plus longtemps, mais qui au bout de 2 ans, au bout de 2 ans et demi, peut-être même moins, qui repartent. Parce qu'il y a une question d'insécurité ici. Mais il y a aussi le fait que nous exercions au sein d'une juridiction qui n'est pas aux normes. Et ça, il faut le dire. Alors, j'entends le ministre faire une annonce de la construction d'une cité judiciaire. On le lui a soufflé. Et lui, il parlait de palais de justice. Et moi, j'ai dit, ben non, ce qu'on voulait, c'est plutôt une cité judiciaire. La cité judiciaire permettrait aux magistrats de travailler dans de bonnes conditions, mais aussi aux avocats. Nous sommes une vingtaine d'avocats à Mayotte. J'ai bien fait les statistiques. Il n'y en a que 13 qui sont engagés dans la défense pénale et ces 13 avocats sont constamment au tribunal. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la loi prévoit et même rend obligatoire l'entretien de l'avocat avec la personne, le mis en cause qui va passer devant une juridiction. Il prévoit que l'avocat et le mis en cause puissent s'entretenir avant de passer devant un juge, de s'entretenir dans la confidentialité pour des conseils, mais aussi éventuellement pour une stratégie, tout ça. Pour mettre ensemble effectivement une stratégie de défense. Mais sauf que nous, au niveau de cette juridiction, depuis des années, on réclame une salle d'entretien. Cette salle existe dans toutes les juridictions, mais pas à Mayotte. Donc on fait les entretiens, soit, alors en 2017, ils nous ont demandé de faire des entretiens dans les toilettes. On a refusé. Il y avait un avocat qui a pu le faire, mais on a dit, ben non, il est hors de question qu'on fasse des entretiens dans des toilettes. Ils nous disent, non, mais ce n'est pas des toilettes. C'est un espace où il y a toilette à côté, mais il y a un petit espace où vous pouvez, on a dit, non, on ne fera pas ça. Et donc depuis quelque temps, on fait les entretiens dans la salle des TOC, c'est-à-dire la salle des courriers. Donc cette salle de courrier qui devrait normalement servir qu'à déposer de courrier et relever de courrier, ben c'est cette salle qui fait. Alors, la construction d'une cité judiciaire viendrait mettre un terme
à toutes ces insuffisances et permettre aux avocats et aux justiciables de bénéficier d'une bonne justice. Mais, Monsieur Ahmed, au-delà de l'attractivité, l'insécurité, enfin les conditions de vie et les conditions d'exercice, il y a aussi une réalité financière. Vous l'avez dénoncé, vous et vos prédécesseurs, les retards importants qui existent dans le paiement, par exemple, des prestations, je ne sais pas si on dit le terme prestation, mais de commis d'office pour les avocats, ça nuit aussi à l'intérêt de travailler finalement. On lui a posé la question, on lui a fait savoir qu'ici, particulièrement à Mayotte, nous avons des difficultés à nous faire payer nos missions. Oui. On fait énormément des missions. Des missions, ça veut dire du commis d'office. C'est ça, la commission d'office. Oui. Ce sont des missions d'office, on les fait. Et à la fin, normalement, les greffiers doivent nous délivrer des attestations de fin de mission. Oui. C'est tout comme quand on sera en garde à vue, on nous délivre des attestations de fin de mission. Ces attestations de fin de mission nous permettent de se faire payer. Oui. Jusqu'au 1er juillet 2022, en plus des attestations de fin de mission, pour l'ensemble des missions, il faut une décision d'aide juridictionnelle. Et cette décision d'aide juridictionnelle, elle doit être prise par le président du tribunal judiciaire, qui est le président du bureau d'aide juridictionnelle. Oui. Et nous avons un stock de pratiquement 2000 dossiers qui attendent d'être traités et qui ne sont pas. Et ici à Mayotte. Qu'est-ce qu'il vous a fait comme réponse, le garde des Sceaux? Parce que ça, c'est très pragmatique. C'est pragmatique. Alors effectivement, le garde des Sceaux, quand on lui expose ce problème, lui, il va dans le sens où, écoutez, depuis que je suis ministre, on a augmenté le montant de l'unité de valeur. On a augmenté déjà le taux de l'unité de valeur, mais aussi le montant qui est associé. C'est 32 € l'unité de valeur. On est arrivé à 34 € en 2020 et là, nous sommes à 36 €. C'est tout ce qu'il nous dit. Mais c'est valable pour l'ensemble du territoire. Nous, on veut les voir. Même les 30 €, on veut les voir. On ne les voit pas puisqu'on n'a pas les décisions d'aide juridictionnelle qui vont avec les attestations de fin de mission. Alors on nous dit oui, mais depuis le 1er septembre, vous n'avez plus besoin, 1er septembre 2021, vous n'avez plus besoin de décisions d'aide juridictionnelle ni d'autres documents pour pouvoir vous faire payer. Mais sauf que nous, on n'a pas encore ça. On n'a absolument rien. Donc les 13 avocats, disons les 26 avocats qui sont à Mayotte, travaillent gratuitement pour l'État et ça, c'est anormal. C'est inadmissible. On travaille gratuitement pour l'État pendant X temps. Moi, je me rappelle, en 2011 ou en 2012, parce qu'ils avaient réclamé une augmentation de leur indemnité de je ne sais quoi, et qu'ils ne l'ont pas eu, les magistrats se sont mobilisés, ils ont fait la grève, ils ont même bloqué la route nationale. Alors nous, on doit attendre des années avant de se faire payer. C'est l'une des causes qui font que les avocats partent et qui ne viennent pas non plus. Parce que là, il n'y a pas une semaine, j'étais à Paris, j'ai trouvé des avocats, je leur ai dit, venez à Mayotte. Je leur dis, je suis transparent avec vous, voilà la situation telle qu'elle est. Ils disent, non, on ne peut pas venir. Comment on va? Déjà, la vie est chère dans ce pays, le loyer est trop cher, et si on doit attendre 5-6 mois, peut-être que le bailleur, lui, n'attendra pas 4-5-6 mois pour être payé. Pour être payé, voilà. Ce qui est bien logique. Mais la réponse du ministre, c'était de dire que de 34 €, on est arrivé à 36 €, donc soyez rassurés que tout va bien. Alors, parmi les autres annonces qu'il a faites ou qu'il n'a pas faites, pareil, les huissiers, donc une autre des professions qui dépend de la justice, qui permet quelquefois de mettre en œuvre un certain nombre de décisions. À Mayotte, il en manque. Il faudrait modifier les règles du jeu. Pas d'annonce non plus là-dessus. C'est une déception? Effectivement, c'est une déception. Puisque nous, on a... Alors, c'est vrai, les deux huissiers qui sont ici, je dis, il y a 3 charges d'huissier, c'est 3 études d'huissier, mais les 2 huissiers qui sont ici, ils sont excellents. Ils font le travail. Mais la question n'est pas là. C'est effectivement ce que je dis. Mais moi, personnellement, je lui ai fait remarquer qu'il n'y a pas suffisamment d'huissiers ici à Mayotte. Mais sur cette question, il n'a absolument rien dit. Après, il n'y a pas suffisamment d'huissiers. On réclame au moins 5 études d'huissiers, mais il n'y en a pas. Alors après, annonce, il l'a dit lui-même, coup d'envoi politique de la création d'une seconde prison. Qu'est-ce que vaut, à la condition évidemment qu'on trouve un terrain. Quelque part, l'État est un énorme propriétaire foncier, donc c'est un peu curieux quand même. Quelle est la valeur de pour vous, professionnels de la justice à Mayotte, quelle est la valeur de cette promesse à 27 jours du premier tour?
c'est une promesse électoraliste, tout comme celle consistant à dire qu'on va vous construire une cité judiciaire. Elle viendra quand, cette cité judiciaire? Parce que nous, c'est l'immédiateté. Ce qu'on veut, c'est de sortir des bureaux de Kaweni pour exercer dans un cadre qui réponde aux normes européennes, dans une juridiction moderne, et non pas à entasser des magistrats et des greffiers dans des salles exiguës. Mais quand il n'y a pas, on dit on va vous construire une cité judiciaire. Tout le monde est content, mais il ne dit pas c'est quoi le délai. Dans 5 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, dans 2 ans, on ne le sait pas. Alors, autre sujet qui a été évoqué, évidemment, que tout Mayotte attendait, hein, l'annonce du centre éducatif fermé. La réponse du ministre est tombée avec étonnement pour tous. Il n'y aurait pas de consensus sur la création du centre éducatif fermé. Moi, j'ai plutôt eu l'impression que tous réclamaient ce centre éducatif fermé. Comment vous comprenez ça, vous, Alors, je suis très étonné, puisqu'effectivement, le sénateur Tani Mana Soufflé-Emo, il dit qu'il a entendu dire qu'il n'y avait pas de consensus sur la création ou la construction d'un centre éducatif, la mise en place d'un centre éducatif fermé à Mayotte, qui est quand même très étonnant, parce qu'on sait que des mineurs ici, lorsqu'ils sont récidivistes ou lorsqu'il n'y a pas de place dans des familles d'accueil ou même à Majicavo, à la maison d'arrêt, on les envoie dans des centres éducatifs fermés de la Réunion. Oui. Donc le consensus, c'est un consensus sur quoi et par qui et avec qui? Il y a un besoin. Il ne faut pas que Mayotte continue à dépendre de la Réunion. Mayotte est un département à part entière. Je ne comprends pas qu'il faille systématiquement relier, oui, on a besoin de l'expertise des Réunionnais qui sont déjà très anciens, très avancés dans la départementalisation, on veut leur expertise. Mais Mayotte est un département, il n'est plus une collectivité. Il n'est plus une collectivité. On est un département, il faut qu'on mette les moyens. Et pour un département de 300 000 habitants, qu'on nous dise, mais écoutez, avec quand même une explosion de la violence, la délinquance des mineurs, on nous dit, mais écoutez, on n'a pas besoin d'un centre éducatif fermé ici, mais on en fait quoi, les mineurs? On est en train de juger des affaires ici, en cour d'assises, là où on assiste des personnes qui sont en train de juger par la cour d'assises. On découvre quoi? Que des mineurs qui sont placés dans les familles d'accueil, ils fuguent tout le temps. Ils fuguent. Et dans un centre éducatif fermé, ça va être un peu... Parce que fermé, ça veut dire enfermement. Oui, ils peuvent pas mais ils fuguent systématiquement. Et donc, moi, je ne comprends pas ça. Alors, il faut vraiment que les personnes qui disent qu'il n'y a pas besoin de centre éducatif fermé ici à Mayotte, que ce n'est pas nécessaire, ils viennent qu'ils s'expliquent. Moi, je vous demande de nous organiser un débat ici, qu'on parle franchement, qu'ils nous disent pourquoi c'est pas nécessaire. Il faut qu'ils le disent. Alors, autre annonce, enfin, en tout cas là c'est plus qu'une annonce puisqu'il a signé, Éric Dupond-Moretti, la circulaire de politique pénale à travers laquelle il demande aux magistrats beaucoup plus de fermeté pour juger la délinquance. Et puis à un autre moment, il rappelle que les magistrats sont complètement indépendants et décident comme ils le souhaitent. Pour les gens qui ne sont pas des professionnels de la justice, c'est contraire en fait. C'est d'un côté, il dit vas-y, sois vilain, enfin vas-y, sois sévère, mais de l'autre côté, il dit ouais, mais moi, j'ai pas la possibilité de t'imposer de faire des trucs. Non, c'est pas contradictoire. Lui, en tant que ministre, il est le supérieur hiérarchique des procureurs, les magistrats, ce qu'on appelle les magistrats debout. Il peut leur demander effectivement d'être ferme dans les réquisitions. Demander à ce que cette personne, demander au procureur, en faisant des réquisitions, qu'il fasse des réquisitions les plus sévères. Mais il n'est pas le supérieur hiérarchique des juges qui jugent. Ceux qui rendent le jugement, eux, il ne peut pas leur donner des injonctions et donc eux, ils sont libres effectivement. Donc rien ne va changer parce que le procureur est déjà assez sévère. Le procureur, il est sévère dans les réquisitions. Il va demander 10 ans, mais le juge peut mettre 1 an. Donc ça ne change rien en réalité. Ça ne change rien, effectivement, mais quand même, moi je le dis, Mayotte, la justice, elle est sévère. Déjà, elle est suffisamment sévère. Quand il dit au procureur d'être sévère, je ne sais pas comment, mais les procureurs ici, ils sont sévères dans les réquisitions. C'est des 20 ans, de 10 ans qu'ils demandent. Ils demandent toujours pratiquement le maximum. Et donc la justice elle-même, elle est sévère. Donc je ne sais pas, à part effectivement satisfaire une opinion nationale qui est en ébullition parce qu'elle considère que les mineurs ne sont pas suffisamment sanctionnés et donc il faut peut-être les apaiser en disant je demande à ce que la justice soit sévère. Je ne vois pas comment elle pourrait être plus sévère que ce qu'elle est aujourd'hui. Alors,
une visite éclair, 24 heures. Vous êtes le bâtonnier, il est reparti, il a fait ses annonces et tout. Vous avez eu le temps de réfléchir à tout ça, sûrement d'échanger avec d'autres professionnels. Vous êtes plutôt... ça vous laisse un goût amer? Vous êtes plutôt content? Comment vous avez vécu et qu'est-ce que vous pensez de ce déplacement? Alors, le déplacement lui-même, moi, ça nous réjouit. Parce que cela fait 8 ans depuis Taubira. Et Taubira, elle est venue et nous a totalement négligés. Elle a tout simplement accepté que le bâtonnier soit avec elle pendant 5 minutes, mais elle n'était absolument pas venue ni pour les magistrats, ni pour les avocats. Elle était venue pour la construction de la maison d'arrêt de Majicavo. Elle en est satisfaite, elle est partie. Lui, il est venu. On avait un autre ministre qui était venu ici en 2011 avec la départementalisation, mais alors lui, il est quand même resté un peu plus de 24 heures, ou 24 heures, mais en tout cas pendant 24 heures intenses. Il a entendu tout le monde. Et en tant qu'ancien avocat, je suis ancien avocat, hein, lui, en tant qu'acteur, ouais. Voilà, de la justice, nous, on s'est réjouis en tout cas, il connaît le terrain, on a discuté franchement, la parole était libre, tout le monde a pu dire ce qu'il voulait, ce qu'il entendait, et il a entendu, il a donné ses réponses. Moi, sa visite me réjouit beaucoup, en tout cas, hein, et il est parti avec une image autre que ce qu'il pouvait faire, ce qu'il pouvait se faire de Mayotte. Le monsieur qui est tout derrière lui, vous voyez, on lui a parlé, il pensait que Mayotte était à peu près comme la Réunion. Et je lui ai dit, mais vous n'étiez jamais venu ici. C'est qui est derrière? Ce sont ces personnes qui est venu avec, je ne sais plus si c'est un de ces directeurs de cabinet ou du personnel de son staff, mais il nous a dit qu'il croyait que Mayotte ressemblait à la Réunion. Mais nous n'avons pas les moyens. Nous n'avons pas les mêmes moyens que la Réunion. Donc Mayotte peut ressembler à la Réunion. Mais c'était utile, effectivement, mais à 27 même pour lui-même. jours du fait qu'ils ne sont plus en poste, parce que 24 avril, c'est l'élection présidentielle. Là, on va rentrer dans une période où ils n'ont plus le droit un peu de rien faire. Si Éric Dupond-Moretti, Emmanuel Macron est toujours président de la République le 25 avril, et si Éric Dupond-Moretti est toujours le garde des Sceaux, c'est super. Mais si tout change, ça ne sert à rien, tout ça. Si, c'est le gouvernement. Je pense qu'il y a une solidarité gouvernementale. Lui, quand il vient ici, il parle aussi de ses anciens collègues qui étaient passés par ici, qui étaient passés ici. Celui qui n'était pas passé, peut-être Jean-Jacques Urvoas, Belloubet ne sont pas venus, mais je pense que c'est une continuité. Hein. Le service public, c'est plutôt une continuité. Donc on espère que ce qu'il a pu relever ici, que les rapports qui vont être faits et qui vont être établis et déposés peut-être à l'Assemblée nationale tiendront compte de ce qu'il a pu visiter lui-même concrètement. Idriss Ahmed, merci. Merci à vous. Et bon courage pour les assises, puisque je sais que là, vous nous quittez pour aller à la session d'assises. Merci beaucoup, en tout cas, Idriss Ahmed. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.